Bonjour tout le monde. On se retrouve une fois encore pour continuer notre série de formations relatives au plaidoyer. Et aujourd'hui, nous avons le privilège et l'honneur d'avoir votre maman qui va être la maîtresse de cérémonie. Je parlais de Marie-Laure. Mais en attendant, je voudrais juste faire un petit rappel, et vous connaissez déjà ces instructions, c'est que lorsque vous ne prenez pas la parole, lorsque vous n'avez pas la parole, vous mettez votre micro en sourdine ainsi que votre caméra. Donc, ça permet d'optimiser la qualité du réseau pour la personne qui est en train de parler. Donc, ça évite de faire du bruit et ça permet d'assurer la qualité du réseau. Et une fois encore, si vous voulez intervenir, l'échange étant interactif, vous pouvez à tout moment solliciter la parole. Il y a le bouton qui est en bas qui s'appelle réaction et qui vous permet de lever la main ou de baisser la main. Donc, ça, vous connaissez déjà ces différentes instructions. Vous pouvez à tout moment intervenir, poser des questions et voilà, faire des commentaires. Nous aurons une pause après 1 heure de temps, et ce qui va nous permettre de souffler un peu et de prendre un petit café pour ceux qui en prennent, du thé pour ceux qui sont adeptes du thé ou de l'eau, simplement, histoire de se désaltérer, de reprendre des forces. Nous sommes 12 connectés. Je crois qu'il reste encore 2, 3, 4, 5 personnes qui devraient se connecter également. Est-ce qu'avec votre indulgence, on peut encore accorder 5 minutes au retardataire? 5 minutes, juste 5, pas plus. Oui, parce que les caprices de la technique sont toujours là. On peut leur accorder encore 5 minutes. Et puis, il n'est pas encore, à ma montre ici, il n'est pas encore 16 heures. Ah, 15 heures, 15 heures. La montre suisse, elle est toujours à l'heure. Hein? La montre suisse. Donc, là, ici, il est 15 heures, 1 minute, 01 minute. Donc, moi, j'ai 15 heures, voyons. Oui, 01 minute aussi. Voilà. Tu vois, j'ai été à l'école. Ouais, bah, j'étais en formation à Genève. Oui, mais il y a eu un article une fois dans le journal concernant les montres qui sont dans l'espace public, et l'article concernait, en fait, disait que certaines montres n'étaient pas à l'heure. Je ne suis pas sûr que cet article on peut avoir ce genre d'article dans beaucoup de pays, mais ici en Suisse, on l'a eu. Donc, un article qui déplorait le fait que les montres qui sont dans l'espace public n'étaient pas toujours à l'heure et qu'il faut que les personnes qui gèrent ces montres-là puissent régler ça à l'heure qu'il faut. C'est magnifique, hein? Voilà. Alors, je crois que on est au complet, ou en tout cas presque au complet. Donc, je donne la parole à Marie-Laure qui n'est plus à présenter et qui va partager avec vous son expérience. Beaucoup de ce qu'elle va dire, elle les a pratiquées lorsqu'elle était au niveau de la Commission nationale consultative des droits de l'homme de la France. Donc, voilà. Donc, je vous laisse dans de bonnes mains. Et à bientôt. Marie-Laure, tu as la parole. Merci beaucoup, Yao. Bonjour à tous. Alors voilà la petite présentation. Effectivement, c'est les échanges l'expérience que je veux vous partager aujourd'hui, c'est issu de l'expérience auprès de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, quand je représentais une association spécialisée pour les enfants, La Voix de l'enfant, et aussi le travail que faisait l'association auprès des ministres ou différents services, centres hospitaliers, procureurs, voilà, pour faire passer des messages de fond. Voilà. Alors, quelques petits rappels avant de démarrer, parce qu'en fait, il y a déjà eu 2 séances et des choses que j'avais prévu de discuter, on l'a déjà vu, donc je vais juste rappeler ça brièvement. J'ai fait 7 étapes pour la rédaction des messages. Et les 3 premières, on en a déjà discuté, c'est sur la partie de l'identification. Identification, tout d'abord de l'enjeu, parce que c'est vrai qu'on peut avoir une idée d'un problème, mais il faut vraiment le creuser.
creuser le contexte et les causes, les manifestations, les formes variées que peut avoir le problème, l'impact à moyen, long terme sur les enfants, sur la communauté, avoir des données chiffrées. Donc ça, c'est toujours important parce que c'est ça aussi qui va montrer la légitimité de notre demande et donc avoir des données, ça c'est important. On a parlé d'identifier aussi les instruments locaux, nationaux, pertinents, identifier les cibles. On avait parlé les acteurs qui pourront être importants à qui adresser le message. Donc ça, c'était des points qu'on a déjà discutés avec Yao. Là, justement, pour cette première partie d'identifier précisément le problème, on a repris le PESTEL que Yao nous a explicité. Et je voulais vous donner un petit peu quelques éléments de réflexion sur qu'une cause politique, voilà, sur l'aspect politique, quelles sont la cause profonde, les conséquences et l'objectif qu'il va falloir qu'on identifie parce qu'il ne suffit pas de dénoncer un problème. L'idée aussi, c'est d'orienter vers une piste de solution. Donc, quelques petits éléments comme ça de réflexion, c'est pas du tout exhaustif parce que pour chaque situation, on a plein de pistes, mais c'est pour vous donner quelques éléments. Dans les causes politiques, il y a le manque de volonté, une méconnaissance des droits de certains textes par les autorités, ou le fait tout simplement aussi que le sujet n'est pas du tout prioritaire pour ces autorités. Donc la conséquence, donc ça c'est au départ, c'est ça le problème. Ils sont pas volontaires, ils l'ont pas mis en priorité, ils méconnaissent le problème, ils savent pas que toutes les conséquences. Donc ça ça peut être ça les causes. Mais la conséquence, ça va être l'inactivité d'un ministère, d'un service, d'une direction. Et donc, si le ministère ou une direction est inactive, les services, eux, seront inopérants, il y aura un laisser-aller, et donc il pourrait y avoir une impunité et donc l'inaction en faveur des enfants. Une orientation possible dans les objectifs que nous, on peut se fixer face à ce manque de volonté, face à cette méconnaissance, ça peut être justement rappeler les obligations, les engagements nationaux, internationaux, les textes qui ont été adoptés, les engagements qui ont été pris. Donc ça peut être une piste pour rappeler que s'ils ont signé un document, c'est pas pour faire plaisir, c'est qu'ils se sont engagés moralement. C'est qu'il et on va voir aussi, il y a les causes politiques qui sont ici et il y a les causes législatives. Alors, elles peuvent être assez similaires. Dans PESTEL, elles sont toutes à la fin, mais je vous en parle tout de suite parce que je trouve que c'est important de faire ce lien entre la politique et le législatif. Donc, dans le législatif, ça peut être une loi ou des textes qui sont inexistants ou qui sont partiels. Ça veut dire que le texte, il n'est peut-être pas assez clair, ou peut-être qu'il pourrait y avoir... je sais que j'ai souvent vu ça dans les textes, surtout en pénal, on dit que la loi doit être bien claire, doit être connue de tous, et que les termes doivent être bien définis. Et souvent, dans les textes, j'ai vu que, par exemple, le viol n'est pas forcément très clairement explicité dans le code pénal. Donc après, ça va poser des problèmes pour mettre en œuvre et pour poursuivre des gens pour viol. Il y aura après des problèmes de qualification de fait si au départ le texte il est lacunaire. Donc voilà, donc ça fait que une des conséquences, si la loi est partielle, si la loi n'est pas complète, c'est que les droits reconnus au niveau international ne seront pas mis en œuvre. Donc, l'orientation, c'est de travailler pour faire adopter les textes, proposer des dispositions précises, concrètes, que les députés n'auront plus qu'à adopter ou que le gouvernement pourrait soutenir auprès du Parlement pour qu'il l'adopte. Donc, dans PESTEL, il y a aussi les causes économiques. On peut constater qu'il n'y a pas de budget. Il n'y a pas de budget au niveau des prisons pour nourrir les enfants. Il n'y a pas de budget, par exemple. Voilà. Il n'y a pas de budget pour les nourrir, il n'y a pas de budget pour les accompagner au niveau social. Donc, une des conséquences,
puisqu'il n'y a pas le budget, il n'y aura pas de ressources humaines adéquates. Un objectif, une orientation, c'est pas seulement de dire il manque de personnel. Il faut des fois un petit peu aiguiller l'autorité. Il suffit pas de dire oui, il n'y a pas de personnel formé. Il faut montrer peut-être le coût réel du personnel. Savoir combien, peut-être si c'est dans un lieu particulier, qu'il suffit peut-être d'avoir 1, 2, 3 personnes dans un service pour changer vraiment les choses. Parce que des fois, ça peut faire peur, mais des fois, il faut être parfois concret pour rassurer sur les engagements qu'on souhaite que l'autorité prenne. Donc là, les causes économiques. Dans les causes sociales, alors moi j'ai rajouté les causes culturelles, les causes humaines, parce qu'il y a aussi, je pense ça se relie. Il peut y avoir la démotivation, la non-formation des personnes, donc sociale, culturelle. J'ai mis culturelle aussi dedans parce que des fois, sur les violences, les gens estiment que tel ou tel acte ne constitue pas une violence. Par exemple, les châtiments corporels dans les écoles, c'est une cause sociale, culturelle. Les personnes pensent que ça a toujours été comme ça, donc il n'y a pas de raison que ça change. Donc, c'est aussi la cause, c'est les habitudes. La conséquence, c'est qu'il peut y avoir des erreurs du personnel, des services sans qualité, et donc un moyen d'agir, un objectif de notre plaidoyer, ce serait de prévoir des sensibilisations, d'inclure dans les politiques des sensibilisations, de l'information, et d'avoir des orientations aussi parfois rigoureuses des autorités. Avoir un discours clair qui insiste sur les faits, par exemple, que les châtiments corporels à l'école, c'est interdit parce que ça pose des préjudices à l'enfant. Si les autorités nationales impulsent une orientation, et ça fait reflet aussi avec le côté politique, ça va soutenir la modification de la cause culturelle. Donc, vous voyez que dans Pestel, les causes, il y a beaucoup de liens. La cause peut être très clairement économique, mais l'action pourra être elle, plus politique ou législative. Voilà, donc c'était bien ce petit tableau pour vous donner quelques exemples et réfléchir et vous aider à vous guider dans qu'est-ce qu'on attend à rechercher dans un tel tableau. Les causes technologiques, alors, bon, moi j'ai élargi à logistique aussi. C'est sûr que technologique, on l'entend surtout nouvelles technologies peut-être, mais moi je pensais aussi à une absence d'infrastructure. S'il n'y a pas l'infrastructure, l'activité ne peut pas se réaliser ou mal se réaliser. Si au tribunal pour enfants, il n'y a pas de bureau individuel, c'est sûr que ça va compliquer les rendez-vous avec les familles, les entretiens individuels, parce que tout le monde, pour la confidentialité, ça pose un grave problème. Donc, il faut identifier des alternatives, des solutions matérielles sur des locaux qui ne seraient pas utilisés, par exemple, par un ministère et qui pourraient être utilisés pour telle ou telle nouvelles activités. Et pour terminer, les causes environnementales. Donc, dans les causes environnementales, j'ai pensé vraiment, notamment pour chez vous, les catastrophes naturelles, comme par exemple quand il y a eu le volcan. Le volcan, ça a provoqué des retards, ça a retardé des activités, ça a reporté certaines réalisations. Donc, pour faire face à ça, c'est sûr qu'il faut avoir des moyens de protection, des plans de sécurité. Voilà, il y a des choses qui existent déjà. Et puis parfois des interdictions. Quand il y a une école qui a été totalement engloutie par la lave, c'est sûr qu'il va falloir éviter de reconstruire sur les passages probables de lave de volcan. Donc ça, il y a des causes et il va falloir avoir des réactions adaptées. Donc là, je voulais vous proposer alors on va essayer peut-être pendant peut-être une dizaine de minutes de vous faire réfléchir
on va prendre un cas pratique, la non-scolarisation des enfants en secondaire. On va être un peu plus précis parce qu'il y a beaucoup de choses et je vais essayer de garder ce fil conducteur tout au long de notre séance. Comme on travaille dans le cadre de ce projet de École sans mur à l'accès à l'éducation, voilà, je voulais partir de cet exemple-là. Je vais vous laisser la parole. Vous prenez la parole et vous me dites, voilà, en cause profonde, en termes économiques, j'aurais telle chose, et puis peut-être quelles conséquences et tel objectif. Essayez de suivre une idée. On n'aura peut-être pas des éléments dans tous les thèmes, mais dans toutes les cases, mais au moins, ça peut permettre de lancer la réflexion. Alors, je vais sortir de là pour que je puisse noter vos réflexions. Donc, vous avez la parole pour quelques exemples sur la situation des enfants qui ne sont pas scolarisés et qui sont de niveau secondaire. Vous avez compris la question? Oui, effectivement, on est en train de réfléchir pour la même démarche que vous avez projetée là-bas et nous, on veut quand même donner certains éléments. Bon, Marie-Laure, je ne sais pas à quel niveau on pourrait classer, par exemple pour les écoles, le fait qu'il n'y a pas le moyen de fonctionnement pour les écoles. Ça, on peut le classer à quel niveau? Alors, un manque de moyens… Parce que quand l'État ne met pas les moyens de fonctionnement pour les écoles, ça augmente un peu avec comme conséquence que ça laisse que les écoles maintenant, les parents supportent maintenant des charges très élevées et qui excluent maintenant certaines, par exemple les enfants issus des familles vulnérables. Alors, c'est les frais de fonctionnement, ça veut dire les salaires, ça veut dire les frais pour l'entretien des locaux? Oui, les locaux et le fonctionnement global, en fait, parce qu'une école, c'est comme une structure qui a beaucoup de dépenses et lorsqu'il n'y a pas cela, donc ça laisse que les écoles ont maintenant, donc recours maintenant aux parents pour tout couvrir. Moi, je vais vous dire qu'ici, même l'argent de construction, on demande, chaque enfant paye régulièrement l'argent de construction. Oui, maintenant, les enfants payent même l'argent de construction de l'école. Alors, est-ce que vous savez pourquoi l'État ne fournit pas? Bon, chez nous, c'est un peu complexe. D'une part, c'est que le budget n'est pas suffisamment, il n'y a pas vraiment un budget suffisamment alloué. Ah, donc il y en a un budget, mais il est insuffisant. Vous voyez, c'est important de savoir s'il y a déjà un budget qui est… Ouais, il y en a un forcément, mais budget insuffisant. Budget voté, insuffisant. Donc ça c'est un point, je trouve, c'est quelque chose de très précis, concret. Oui. Si le budget voté est insuffisant, alors je vais peut-être sauter l'étape de la conséquence, mais des fois il y a des choses, il y a une idée qui vient et on n'est pas obligé de remplir forcément de manière linéaire, vous allez voir. Oui. Si le budget voté est insuffisant, un des objectifs, une orientation possible, quelque chose qu'on pourrait demander. Donc c'est quelque chose qu'on peut demander, c'est mobiliser, donc c'est allouer des ressources importantes, augmenter le budget au fait. Augmenter le budget du ministère, ou voilà. Après, il faut voir exactement quel service est en charge de gérer. Oui, je voulais dire qu'il faut arrêter le coulage aussi des fonds publics. Les frais d'écolage, les fonds publics? Non. Le coulage, donc les détournements des fonds publics. Ah, oui. Ça, c'est aussi un autre élément. Parce que non seulement le budget voté, c'est suffisant, mais dès qu'on alloue ça n'arrive pas. C'est ce qu'on appelle le coulage. Oui. Donc ça c'est important à indiquer. Pour dire, après, c'est des choses… Alors après, c'est ça qui est important de demander, et peut-être que… ça, c'est des choses qu'il faut vraiment étudier aussi dans les documents. C'est qu'il y a les budgets qui sont alloués. En début d'année, ils sont publiés. Le budget en fin d'année, il est toujours connu. Après, ce qui est intéressant, c'est de savoir si c'est publié les dépenses qui correspondent. Et ça, surtout à des niveaux plus petits, parce qu'au niveau national, ça va être difficile. Mais des fois, il faut pouvoir justifier. Comment on peut dire qu'il y a des détournements? Les gens le savent, mais est-ce que c'est des choses qui vont peut-être… normalement, dans le budget, il devrait y avoir indiqué que telle école reçoit telle somme.
au niveau provincial, j'imagine, où voilà, il doit y avoir quand même des documents où vous pouvez vraiment tracer les fonds. Et ça, c'est des choses qui sera peut-être difficiles à avoir, mais théoriquement, c'est des choses qui peuvent vraiment vous aider pour montrer qu'il y a un souci. Ou peut-être, si vous n'arrivez pas à avoir les documents officiels, ça peut être avec des écoles partenaires, dire voilà, l'école a reçu telle somme d'argent et les frais minimum de fonctionnement sont un tel. Il faut, quand on indiquait dans la première étape d'avoir des éléments chiffrés, d'avoir des données précises, ça peut être des témoignages d'école avec la trace de la preuve du paiement et puis des factures. Il faut vraiment pouvoir bien justifier de tout ce qui se passe pour présenter ça à un groupe qui sera vraiment intéressé. Ça, c'est des éléments qui peuvent constituer votre dossier. C'est pour ça que ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va présenter quelque chose. Alors, on peut ajouter quelque chose? Oui, oui. Oui, en fait, il y a aussi faible volonté politique à ce niveau, parce que tous leurs enfants étudient dans les meilleures écoles de l'Europe. Ce qui fait que ceux qui sont au pays sont sacrifiés. Et dans les causes économiques, nous savons que les revenus des parents sont faibles, avec comme conséquence, il faut même trier dans les enfants ceux qui peuvent aller à l'école et ceux qui doivent rester à la maison. Alors, faible revenu des parents, cause économique, faible revenu des parents. Alors, les faibles revenus des parents, c'est parce qu'ils sont au chômage? C'est parce que il y a de la crise? Chômage, mauvaise répartition du revenu national, insécurité, on ne sait pas produire comme par le passé. Et puis, la famille africaine est nombreuse toujours. Hein. On n'a pas tout écrit, je pense. Il y a beaucoup de choses. Oui, oui, non, il y a beaucoup de choses. Ouais. C'était pour essayer de trouver une cause peut-être dans chaque sous-thème. Comme ça peut guider pour guider un petit peu. L'école technologique, on mettrait les écoles mal équipées ou non équipées. Équipées en quoi? Bon, qu'est-ce qui manque? Par exemple, les équipements modernes comme l'informatique et tout ça, les équipements sur le plan technique, pour les écoles qui font la technique, vous sentez que l'équipement, il n'est pas renouvelé, il n'est pas à la pointe de la technologie, il n'est pas... Donc, il y a beaucoup d'éléments à mettre. Il y a une école, on n'a jamais vu un ordinateur en panne. Donc, la conséquence d'avoir des écoles techniques non équipées, ça fait une qualité d'enseignement basse. Oui, ou théorique seulement, un enseignement théorique. Bon, pas seulement ça, je voulais ajouter aussi les bâtiments. Donc, il y a des écoles qui n'ont pas de bâtiments. Récemment, on a construit au moins des écoles dans un village où c'était difficile. Donc, d'ailleurs, c'est la première fois qu'il y avait une école sous l'arbre. Et nous, on a construit des écoles récemment. Et vous allez trouver que là, sous l'arbre, il n'y a pas de bureaux, il n'y a pas de bâtiments. Et parfois, ce qu'on observe ici en ville, normalement, dans l'assurance qualité de l'éducation, normalement, il y a dans les salles de classe, il y a un nombre qui est vraiment acceptable pour une salle de classe. Des classes pléthoriques. Oui, oui. Mais on trouve, soit il n'y a pas de bâtiment, soit il y a peu, et vous allez trouver, il y a par exemple 120, 100 ou bien 100 enfants dans une salle qui devrait accueillir 20 ou bien 30. Des classes surpeuplées. Alors ça, c'est valable là, c'était pour les enfants en secondaire. Donc, c'est pour ça que les enfants ne vont pas aller... C'était spécifiquement pourquoi... C'est pas tous les problèmes de la scolarisation. Hein. C'est pourquoi la non-scolarisation ou le décrochage des enfants en secodaire. Les jeunes filles, c'est mariage précoce. Hein. Tu as dit quoi, Désiré? Pour les jeunes filles au cause social, mariage précoce. Mariage précoce. Mariage précoce. Pour les jeunes filles. Et puis, les garçons sont plus privilégiés que les jeunes filles. Hein.
Alors ça, c'est la conséquence. Je vais le déplacer. Vous voyez, même moi, vous voyez, je copie, mais ça, c'est une conséquence. Ça sera plus dans les conséquences. Elisabeth voulait ajouter aussi. Je voulais juste ajouter un élément, c'est toujours par rapport à la société où il y a activisme et les groupes armés. Vous allez trouver que les enfants à cet âge-là de l'école secondaire, comme il y a des groupes armés qui sont en activité dans leur zone, ils adhèrent aussi massivement à ces groupes. Donc, c'est aussi une cause profonde qui pourra faire à ce que les enfants ne puissent pas avoir accès à l'école secondaire. Merci. Alors là, on la met dans quoi? Politique, sociale, économique? Non, ça c'est la course Ça, à la... ça peut être dans le cadre même de l'environnement. Donc, l'environnement autour de ces enfants-là, vraiment, il y en a plusieurs, une majorité de groupes armés qui sont en activité. Donc, c'est leur environnement qui influence aussi cet aspect. Et ça donne l'argent facile quand vous avez les fusils, non? Pas seulement l'argent, papa désiré. C'est quoi? L'argent facile. Pour certains. Est-ce qu'ils gagnent même? Ils travaillent pour les chefs. Alors, environnemental, c'est plus au niveau... ça va être le côté développement durable aussi, quand on entend environnemental. Mais comme on peut toujours élargir, parce qu'ils font partie de l'environnement, ces groupes armés. Ils sont là tout le temps. Bon, moi, je ne sais pas. Quand on parle de garçons privilégiés, on met ça dans conséquences, oui. Mais est-ce que dans le cause, parce que si on dit les garçons sont privilégiés, c'est par rapport aux normes sociétales. Et je peux parler des normes sociales ou des inégalités déjà ancrées et qui montrent que, par exemple, si je dis enfants, parce que ça aussi c'est un problème, hein. Ici nous avons des familles surpeuplées. Donc on a, oui, on a 10 enfants, on a 15, il y en a ceux qui font 20, et sans rendement. Et là, peut-être, on va privilégier les garçons au détriment des filles, et ça c'est un. Parce que la fille, dans certaines communautés, est perçue comme... Bon, sa finalité, c'est au mariage. Pendant que les garçons, on sait que c'est lui qui va garder la famille, il faut tout investir dans les garçons. Donc, ça aussi, c'est de voir aussi au niveau des causes profondes, au niveau des inégalités ancrées déjà dans les familles, à la suite des normes sociales. Donc, il y a l'approche genrée qui entraîne une inégalité de l'accès à l'école. Oui, pour Péder. Non, c'était Jacques qui voulait parler. C'était Oui. Jacques. Merci, Jacques. Oui, c'est pas là où placer l'aspect en rapport avec l'insuffisance des infrastructures scolaires. Par rapport, je vois par exemple dans le territoire donné, il y a seulement, disons, des écoles seulement secondaires pour une population, disons, de 500 000 ou 1 million. Alors, c'est parce qu'on peut les placer sur du côté de la cause politique ou cause technologique ou logistique, j'espère, entre les deux. Alors, vous savez, moi, j'ai pensé à ce cas-là parce que on va voir le tableau après. Je pensais au fait qu'il n'y a pas d'école dans les bidonvilles. Et le fait que, comme c'est dans un bidonville, on ne peut pas construire parce qu'il n'y a pas d'autorisation. Donc là, pour moi, c'est une cause. Ça serait, le fait que ce soit ça, vous voyez, il faut approfondir pourquoi il n'y a pas d'école dans les bidonvilles. Et là, je le mettais dans les causes environnementales parce que, comme le bidonville, il y a pas de, c'est pas autorisé. Ça fait que le problème, il est vraiment élevé. Donc, il y a ça. Et là, ça se dépend là, de pourquoi il n'y en a pas dans cet endroit où vous dites, parce qu'il y a peut-être de l'insécurité dans la zone que vous avez. Non, peut-être il y a peut-être comme Benet l'a évoqué, donc le budget voté est insuffisant pour l'éducation, raison pour laquelle les écoles sont insuffisantes en rapport avec la population, en rapport avec les enfants qui sont dans un milieu donné. Je voulais vous donner quand même un exemple ici. Bon, je ne sais pas, Marie-Laure, l'exemple que vous avez donné par rapport à l'interdiction des constructions. Je ne crois pas chez nous s'il y a des milliers où il est interdit. Peut-être ça, vraiment pas, peut-être dans notre contexte. Mais je voulais évoquer par rapport à certaines contrées qui sont enclavées.
où il n'y a pas de route. Je vous donne le cas des écoles que nous avons construites dans les Walikale récemment. Nous avons acheminé le matériel de construction sur de quoi. Donc, il y a quand même des choses artisanales comme des ponts comme ça qu'on construit et on a mis là-bas les matériels pour traverser la rivière. Donc, il n'y a jamais arrivé même un véhicule. Donc, les enfants de là ne connaissent même pas les véhicules. Peut-être l'avion, ils voient là vraiment des kilomètres à des 1000 mètres comme ça. Alors, il y a un problème où certaines zones sont enclavées et il est difficile même pour y faire arriver le matériel, si même on a la volonté d'y mettre. Nous, on a fait quand même des sacrifices parce qu'on avait eu les cris d'alarme dans ces zones-là et on a essayé quand même de faire un premier pas, d'y construire des écoles sur fonds propres de Govodi. Alors, nous avons fait cela, mais ces zones-là enclavées, moi je voulais parler quand même de ça aussi, que ça laisse que, surtout là, par exemple ici au nord Kivu, nous avons Walikale, où il n'y a pas de route, même y arriver c'est très compliqué, même en termes d'autres activités, c'est là vraiment les territoires où il y a même moins d'intervention humanitaire. Et même l'État n'a pas même, vous allez trouver même les chefs de l'administrateur du territoire de Walikale, ne connaît même pas son territoire. Il est seulement là où il est, mais il n'a jamais fait même 20 km dans son territoire. Donc c'est tellement enclavé et c'est vraiment un réel problème d'éducation. Moi, je me dis qu'il y a même des contrées où on ne connaît même pas s'il y a des... Parce que qui va aller enseigner là-bas? Ils n'ont même pas étudié eux-mêmes. Donc il y a des enfants qui ne connaîtront jamais l'école à ces zones. Parce que leurs zones sont enclavées. Alors, c'est ça, c'est pour ça. Alors, on avance déjà sur un élément suivant. Quand on identifie, là, on identifie les problèmes. Il faut commencer à réfléchir à qu'est-ce qu'il faut faire. C'est ça que j'appelle l'objectif qu'on se fixe, l'orientation, et réfléchir aussi aux contre-arguments qu'on va pouvoir nous dire. C'est pour ça qu'il faut vraiment creuser, parce que si vous dites il faut construire une école à tel endroit, mais après ils vont nous dire oui, mais on ne peut pas construire puisqu'il n'y a pas de route. Donc, vous, il faut tout de suite avoir un autre argument. Quelles seraient vos idées puisque il y a des problèmes. Vous voyez, il faut penser à tout ça quand on fait ce plaidoyer, quand on prépare son plaidoyer, pour pas se retrouver à ce que nos propositions, elles soient vite mises de côté et qu'on ne soit pas pris au sérieux puisque on n'aura pas assez creusé nos propositions. On aura des arguments juridiques parce qu'on a l'approche droit qui est en notre faveur, mais il y a l'approche réalité qui doit être aussi, on doit trouver un compromis entre les deux. Est-ce que, peut-être pour aller sur un exemple, pour terminer, parce qu'on ne va pas pouvoir tout le remplir, mais sur les écoles qui sont... Peut-être, est-ce que parce que les écoles qui sont non équipées, ça fait reflet au budget, les effectifs en surnombre, tout est lié à l'argent à chaque fois. Est-ce que vous voyez une cause qui pourrait être traitée par un objectif dont on aurait un objectif particulier à part augmenter le budget? Oui, mais c'est une planification réfléchie qui puisse permettre de savoir l'évolution de la population et planifier les classes, les nombres d'écoles qui correspondraient à telle évolution de la population. Or, c'est ce qui n'existe pas. Mais ça n'existe pas, mais s'il y avait un état civil qui était plus sérieux et qui serait un peu plus centralisé, ça pourrait aider justement à faire la planification. Quand on a un état civil, ça aide justement à élaborer des politiques adaptées parce qu'on sait qu'il y a eu tant de naissances, donc dans 5 ans, il y aura besoin de tant d'écoles. Vous voyez? Oui, mais là, c'est là où les choses fonctionnent normalement. Parce qu'on peut produire un très bon document de planification où on montre tout ce qu'il faut et on met même dans les temps, on arrête les échéances, mais à la fin, pour l'évaluation, rien n'aura été fait.
uniquement parce qu'il y a eu ou manque de volonté politique, ou collage de l'argent, ou insuffisance dans la mobilisation des recettes. En fait, il y a beaucoup, les problèmes sont vraiment complexes. Je pense que c'est difficile. Oui, oui. Et puis, les problèmes se croisent. Il y a les problèmes économiques des parents, et ça, c'est lié à la situation de guerre, à la crise économique, il y a eu le Covid. Voilà, ça fait un problème cumulé. Donc, c'est pour ça qu'il faut... Il y a une partie très juridique, approche droit, et puis des arguments aussi concrets. Il faut trouver l'équilibre entre les deux. On va avancer et vous allez voir un peu mieux. Pour les causes législatives. Oui. Excusez, pour la question que vous avez posée par rapport aux objectifs, est-ce qu'il y a d'autres objectifs par rapport à l'augmentation des ressources? Moi, je désirais parler un peu de la question de la traçabilité. Donc, mettre en place des mesures solides, par exemple, qui permettent la traçabilité des ressources publiques, donc des redevabilités vis-à-vis des communautés. Parce que s'il n'y a pas ça, même si on peut avoir autant d'argent, nous voyons même les bailleurs internationaux qui financent autant de projets pour le pays, pour des programmes de coopération, mais qui n'ont jamais arrivé. On va venir lancer le projet, on dit c'est 18 millions, mais après, il n'y a rien. Après 5 ans, il n'y a rien. Donc, la traçabilité aussi des dépenses publiques liées à l'éducation, c'est très important. Par rapport aux parents, il y a la question, par exemple, des programmes d'accès à l'emploi. Parce que la gratuité, on n'en aura pas vraiment partout et dans tous les domaines. Mais peut-être c'est l'accès à l'emploi, des programmes d'accès à l'emploi qui permettront les parents de ne pas manquer les moyens. Parce que ça, c'est vraiment un grand problème. Quand les parents n'ont pas de moyens, c'est un grand problème. Moi, je vais vous dire, Marie-Laure, une famille qui vit sans recette, ils n'ont même pas, quelqu'un vit mais n'a même pas un $10 par mois. Et c'est beaucoup de familles qui vivent comme ça. Et malheureusement, ce sont des familles qui ont beaucoup d'enfants, qui n'ont pas de maison et surtout qui n'ont pas vraiment de ressources quoi tirer. Et ça joue même sur d'autres facteurs. Et moi, je me dis que si on avait des programmes d'accès à l'emploi, peut-être que tout le monde devrait travailler. Et nous avons écouté un parent dans nos zones, un parent qui a dit qu'il se sentirait fier qu'un jour, ne pas être pris en charge, que son enfant ne soit pas pris en charge dans des programmes où on dit on paye pour mon enfant. Il dit bon, on paye pour mon enfant, mais ça ne me rend pas joyeux parce que je ne joue pas ma responsabilité. Donc, il veut quand même un jour que lui-même puisse prendre en charge ça. Donc, vous voyez que quand même, c'est pas des fois la gratuité, oui, mais il y a certains parents qui sont blessés même par ça, qui voulaient vraiment jouer le rôle, avoir des moyens économiques pour jouer le rôle parental. Oui, mais à côté de ça, il y a aussi l'environnement fiscal. Les parents peuvent créer un petit emploi, mais il est débordé par les multiples taxes et il ferme. Donc, il y a ça. L'environnement fiscal n'est pas propice à l'émergence des petites et moyennes entreprises. Alors, vous voyez, il y a beaucoup d'activités, beaucoup de choses, on en reparlera après, qui sont, on va dire, que j'appellerais structurelles. Là, c'est pas des choses qui sont ponctuelles, c'est vraiment profond et qui dépassent la simple compétence des associations des droits de l'enfant. Donc, on verra après l'importance des acteurs complémentaires, des partenariats pour avoir un plaidoyer fort. Là, comment? Les causes législatives, là. Mais disons rien. Réforme législative. Les causes législatives. Oui, les causes législatives. Oui, alors, quelles sont les causes législatives qu'il n'y a pas de scolarisation en secondaire? Tous les instruments juridiques internationaux. Est-ce que c'est une cause? Sans aucune mesure d'application concrète. Quoi par rapport à ça? Mais au niveau des causes, ce n'est pas une cause. La loi, elle existe. La loi existe, elle est ratifiée, mais elle n'est pas accompagnée de mesures d'application concrètes.
Et ça Et renvoie même à dans la l'aspect politique. Constitution, Oui. on dira que nous avons le monisme là, donc la loi internationale prime sur la loi nationale, mais dans les concrets, quoi? Et j'ai rajouté aussi. Autant pour les instruments internationaux, autant pour les instruments nationaux. Oui, Des bonnes lois qui protègent la femme, mais à côté de ça, on voit autre chose. On va Bon, voir la loi justement après. J'ai les extraits législatifs. J'ai rajouté, Hubert a parlé aussi qu'il fallait mettre fin à l'impunité de la corruption, parce qu'effectivement, il y a des détournements de fonds. Donc ça aussi, ça c'est des sujets qui sont généraux et voilà. Oui, on a fait sortir une stratégie nationale de lutte contre la corruption. C'est sorti récemment ici, je ne sais pas si sera mis en application. Donc là, moi, j'avais refait un petit tableau avant d'avoir ce brainstorming, j'avais réfléchi à quelques éléments, mais ça, c'est, voilà, je pourrais réadapter par rapport à ce qu'on s'est déjà dit, ça pourrait compléter. Oui, je voulais ajouter quelque chose sur la cause environnementale. Oui. Il y a des endroits où il y a des écoles, mais seulement qu'il y a la non... donc, on ne contrôle pas vraiment l'accès des enfants aux carrières minières, par exemple, comme à Massissi ou à Walikale. Et donc, je pense que dans ces contrées-là, il y a aussi cet environnement qui laisse à ce que les enfants abandonnent l'école pour aller travailler dans des carrières minières. Ça correspond un peu au groupe armé qui va influencer le cadre du travail. Alors, pour avancer, dans les points que j'avais réfléchi, pour le fait que pourquoi il y a des enfants qui ne vont pas à l'école quand ils sont en secondaire, il y avait la question des grossesses précoces, les inscriptions payantes. Un élément aussi pour attirer l'attention dans les éléments chiffrés, c'était de fournir donc ces éléments chiffrés. Ces éléments, ça renforce vraiment la motivation, ça donne des arguments à votre plaidoyer. Et c'est vraiment utile de compiler quelques données pour pouvoir expliquer le nombre d'enfants chassés, comprendre pourquoi. Est-ce que c'est les enfants qui arrivent, qui sont inscrits, mais qui abandonnent en cours? Ça va aider aussi à déterminer les causes et les réponses qu'on pourra proposer. Donc, quand on récolte les données, on se rapproche de plusieurs écoles. On va éviter de faire peut-être qu'une seule école, peut-être dans des écoles, dans des quartiers peut-être différents, pour peut-être voir aussi selon les bénéficiaires, les publics concernés. Et peut-être école privée, école publique, pour voir aussi les différences. Et puis d'avoir aussi ce qui est encore mieux, c'est d'avoir sur plusieurs données pour savoir si c'est une tendance qui s'aggrave, une tendance qui se maintient ou si le problème diminue. Si le problème diminue, ça ne sera peut-être pas prioritaire après pour faire le plaidoyer. Donc là, je mettais à chaque fois des tableaux tout simples avec une école. On va lui demander si en fin d'année, le nombre d'enfants qui n'ont pas terminé leur année. En juin 2021, combien il y avait de filles, combien il y avait de garçons qui ont arrêté. Combien d'enfants n'ont pas payé les frais de scolarité, filles et garçons. Et alors, je sais que dans certaines écoles, il y a des enfants qui sont reconnus comme indigents et qui bénéficient d'une aide, qui n'ont pas de scolarisation. Donc ça, c'est aussi savoir une bonne pratique, combien il y a d'enfants qui bénéficient de ces aides. Où l'école va accepter 2 enfants, 3 enfants sans rémunération ou avec des frais scolaires moindres. Ça aussi, on ne montre pas que du négatif, on peut montrer, ça aide à motiver les gens pour dire qu'il y a des petites choses qui sont possibles. Donc là, on avait parlé, on était dans la phase de l'identification comme on en avait parlé les fois précédentes. L'étape nouvelle de cette journée, c'est de bien travailler sur les objectifs à atteindre. Ce qu'on a vu là dans les cas concrets, est-ce que c'est une réforme de texte qu'on va solliciter? Alors, je vais essayer de... Est-ce que c'est une réforme de texte qu'on sollicite? Est-ce que c'est une reconnaissance peut-être d'une pratique?
parce que des fois, il y a des associations ou des structures qui ont des pratiques, mais qui mériteraient d'être développées. Donc, des fois, il faut avoir une sorte d'agrément de l'État. Est-ce que c'est des moyens? On a parlé beaucoup de budget, donc il faut vraiment préciser lesquels. Est-ce que c'est une politique, vraiment la question de la volonté? Parce que c'est pas qu'une question d'argent. Par exemple, pour lutter contre l'impunité, ça, c'est vraiment une question de volonté. C'est ce que j'appelle une politique proactive, c'est que, on va solliciter les autorités pour qu'elles agissent, en amont, qu'elles fassent de la prévention et qu'elles aient un peu une tolérance zéro face à telle ou telle, problématique. Comme on l'a dit, on identifie ce qu'on veut, mais en même temps, on identifie les obstacles actuels ou les obstacles à venir pour atteindre ces objectifs. Qui est réticent dans le dispositif? Quelle autorité risque de mettre des bâtons dans les roues? Ça, c'est important de l'identifier pour trouver un moyen de détourner, contourner le problème. Comment répondre aux causes profondes? On a vu que le problème de budget, il y a des pistes qui peuvent être répondues si on s'appuie sur les ressources des parents qu'il faut renforcer. Donc là, ça, c'est une cause profonde de renforcer l'économie des parents. Et qu'est-ce qui est réaliste de surmonter comme contrainte, comme obstacle? Parce qu'il y a vraiment des choses où ça ne va pas être en 2 ans, en 3 ans qu'on va pouvoir atteindre. Donc, il faut essayer aussi de montrer peut-être des priorités, identifier ce qui est réalisable par un gouvernement, par un député, qu'est-ce que lui peut faire dans le courant de son mandat et qu'est-ce qu'il ne pourra pas faire parce que ça ne dépend pas que de lui ou ça dépend d'autre chose. Et que là, c'est un plaidoyer plus de fond qu'il faudra faire. Donc ça, c'est vraiment important de voir ce réalisme de nos demandes. Parce que ça ne sert à rien de se fatiguer à demander des choses qu'on sait que de toute façon, l'État n'a pas l'argent, n'a pas les moyens de faire telle ou telle chose. Donc, il faut commencer doucement. Voilà. Et puis, les arguments qui motivent les autorités pour travailler sur ces objectifs, ça va être des arguments. Des fois, ça peut être lié, ça peut être des arguments émotifs selon les personnes. Et ça, c'est pour ça que c'est important quand on identifie les acteurs, les cibles qu'on va contacter pour faire notre plaidoyer, de les connaître, de savoir un petit peu leur centre d'intérêt. S'ils ont par exemple un enfant handicapé dans leur entourage, ils seront peut-être plus vigilants aux projets qui concernent les enfants handicapés, vous voyez. Il faut connaître un petit peu l'histoire des personnes ou voir les discours qu'ils ont pu faire pour s'appuyer sur leur centre d'intérêt pour pouvoir après aussi les motiver à s'impliquer, à avoir un texte en leur nom qui vont marquer leur époque. Donc ça, c'est des petites choses à préparer. Alors, une autre étape, une fois qu'on a notre objectif, on a nos causes, on va essayer vraiment de faire les fameux liens de causalité, montrer comment le lien est fait entre tout ça. Donc, il va falloir surtout formuler l'enjeu d'un point de vue juridique. Parce que même s'il faut accrocher peut-être d'une manière émotive une personne, il faut aussi l'accrocher sur ses engagements juridiques. Parce que c'est grâce à ça aussi qu'il va pouvoir avancer. Il faut à la fois les deux. Respecter l'approche droit, c'est s'appuyer sur les engagements des autorités, donc quel engagement ils ont pris et quel texte n'est pas respecté pour savoir justement sur quel service il faut s'appuyer pour que le texte soit mis en œuvre. Pour cela, il faut utiliser vraiment la bonne terminologie pour décrire un fait. C'est pour ça qu'il faut vraiment approfondir les causes. Quand on a parlé tout à l'heure de budget, au début, c'est qu'il n'y a pas d'argent. Après, on a dit oui, il y a un budget, mais finalement, l'argent est détourné. Vous voyez, il faut
creuser pour utiliser la bonne terminologie pour décrire le fait. Il y a un budget, mais il y a une déperdition. Comme ça, on sait que peut-être qu'il faudrait mettre un contrôle, un suivi au moment des paiements, au moment de la répartition des fonds. Donc, c'est pour ça qu'il faut utiliser, bien creuser le problème. Ça permet d'utiliser la bonne terminologie. On travaille les liens entre le problème et les causes, et on montre comment la solution proposée pourrait y répondre. Alors, pour cela, on continue. Comme dans la phase préalable, on aura identifié la législation nationale, les textes internationaux qui pouvaient être applicables dans notre thématique. Donc ça, on les aura identifiés, les dispositions pertinentes, parce que tous les articles ne sont pas utiles par rapport au sujet qui nous concerne. Donc, on est attentif par rapport à on identifie les dispositions. Alors moi, c'est vrai que j'aime beaucoup imprimer et je surligne, j'écris, j'entoure les choses qui nous concernent pour moi, ça aide vraiment à les comprendre. Et puis commencer à bien voir les liens entre des fois deux textes. On va le voir tout à l'heure. Montrer qu'il y a un premier texte qui est général, d'autres textes qui sont un peu plus précis. Alors, précisément, on va s'assurer de la cohérence des dispositions des différents textes, identifier s'il y a des points d'achoppement, on va le voir. Est-ce que les textes sont incomplets? Est-ce qu'ils sont suffisamment clairs? Est-ce qu'ils sont vraiment univoques? Est-ce qu'il n'y a pas de problème d'interprétation de ces textes qui nécessiterait justement que la disposition législative ou réglementaire soit adaptée? Ou est-ce qu'il faudrait vraiment une circulaire, un document d'un service, d'une direction, d'un ministère qui puisse clarifier l'esprit de la loi pour dire qu'est-ce qu'on attend vraiment dans la mise en œuvre. Les textes qui sont prévus ne répondent pas au problème parce que c'est un nouveau problème ou parce qu'il n'avait pas prévu ces situations-là. Donc, il faut des nouvelles dispositions pour que notre cadre juridique soit vraiment complet. Est-ce que c'est les textes qui sont méconnus et qu'il faudrait vulgariser? Et auprès de quelle instance qu'il faudrait les vulgariser? Il peut y avoir un texte, mais est-ce que c'est au niveau de l'inspection, au niveau des enseignants, au niveau de la direction? Et ça aussi, ça peut être des fois une circulaire qui peut faciliter aussi la diffusion et la bonne compréhension et montrer la volonté politique. Et creuser pourquoi ces textes ne seraient pas mis en œuvre. Donc là, c'est en répondant à toutes ces questions-là qu'on va montrer que on a le texte qui existe ou qui n'existe pas, et c'est parce qu'il y a cette lacune-là qu'il y a une problématique qui concerne les enfants et qui empêche le bon accès aux droits. Alors, je vais vous refaire un peu participer pour savoir, selon vous, quels sont les textes qui peuvent nous servir pour lutter contre les cas des enfants qui sont chassés de l'école? Est-ce que pour vous, on a des arguments juridiques qui favoriseraient notre demande que les enfants, je pensais justement aux enfants qui payent pas les frais scolaires et qui sont chassés, ou les filles qui sont enceintes et qui sont chassées de l'école. Donc, quels sont les textes? On parle des textes internationaux, nationaux, provinciaux qui peuvent exister, pour les lister. Bon, la loi portant protection de l'enfance dit Alors, que... est-ce que tu connais l'article? Bon, je ne l'ai pas par cœur, mais je sais que la fille enceinte après l'accouchement, peut reprendre sa scolarité. Ok. Une autre idée? Donc ça, c'est, vous voyez, on va citer, on va savoir, mais on va essayer d'aller vérifier l'article précis. Parce que c'est ça, c'est d'avoir l'argument en application de tel article, il est souhaitable que vous fassiez telle chose, telle chose. Bon, il y a eu aussi une campagne menée par l'UNICEF ici, tous les enfants à l'école.
Est-ce qu'on peut s'appuyer sur une telle campagne? Je ne sais pas. C'est pas un texte juridique. juridique. Là, on va s'appuyer sur. On peut se le noter, on se le garde dans l'esprit. Campagne UNICEF, mais c'est pas ça qui est force de loi. Et là, campagne UNICEF, c'était en quelle année? Vous voyez? Oh là. Bon, là, je n'ai pas l'année, mais c'est il y a de cela 4-5 ans. Mais à côté de ça, il y a autre chose aussi. Il y a la Constitution. Article 43, l'enseignement doit être gratuit et accessible. D'autres pistes de texte? Je peux ajouter, Marie? Oui, Ignace. Juste à ce que des collègues venaient de dire là, je ne maîtrise pas bien, mais je sais qu'il y a la loi cadre qui régit le système éducatif congolais, mais je ne sais pas clairement c'est à quel point que mentionne les éléments cadrés avec ce qu'on est en train de dire, mais il y a la loi cadre quand même. D'autres textes nationaux, internationaux? Oh, vous me décevez, les amis. Moi, je peux, possiblement, on peut aussi mentionner la Convention relative aux droits de l'enfant. Ça reprend aussi cela, je pense. Oui. Ah, oui. Voilà, c'est ce que j'attendais. Oui. Je ne connais pas l'article personnel. Le droit à l'éducation, c'est... OK. Alors... On a même une fiche pédagogique que vous avez élaborée à ce propos. Non? Oui. Alors, je vais vous reprendre. Alors, j'ai trouvé ça intéressant de vous sortir les textes pour le côté de comparaison, de discussion des droits. Alors, ce que j'ai retrouvé, il y a déjà il y a les ODD. Ah oui. Je pars du côté international. Donc, c'est le 4.1 de l'ODD, d'ici à 2030. Je vous les écris parce que c'est bien de les voir, parce qu'on s'est dit qu'en 2030, c'est dans moins de 8 ans. Est-ce que dans moins de 8 ans, on va arriver à ça? Vous voyez, ça peut être un argument aussi de dire, voilà, on ne va pas atteindre ça, mais depuis, je ne sais plus l'année, veut peut-être m'aider si c'était en 2005 ou 2010 que les ODD ont été adoptés. Il faut qu'on montre une évolution. 2015. Ça a été oui, avant, il y avait autre chose alors. Avant 2015. Oui, 2015. Avant, c'était les OMD, les objectifs du millénium. Pardon. Les OMD, c'est ça. Donc, depuis 2015, qu'est-ce qui s'est passé en 15 ans sur le sujet-là? Des fois, ça peut rebooster un ministère en se disant « Ah oui, il y a bientôt une échéance, il va falloir que je montre que j'ai fait des efforts. » Parce qu'autrement, on va me taper sur les doigts. Donc, c'est pour ça que ça peut être bien d'avoir tous ces textes. C'est pour ça que je vous dis de les imprimer, de surligner les éléments clés, parce qu'il y a des éléments importants dans différents textes. Donc là, moi, c'est l'échéance qui m'intéresse dans cette... Oui, mais Marie-Laure, oui. Tout ça, ce sont des objectifs qu'on atteint très difficilement. Nous avons évalué les OMD. On avait trouvé qu'on n'était nulle part par rapport à ce qui était envisagé. Donc, je ne sais pas si ce ne sont pas des rêves à haute voix pour ce monde. Oui, c'est pour ça que je dis, on sait qu'on ne va pas forcément l'atteindre. On ne va pas atteindre... Parce que ça peut être un contre-argument. Quand vous venez avec ça, on dit, mais tout ça, ce sont des visées utopiques. Oui, mais quelle société Oui, mais là, c'est un argument, mais j'ai d'autres arguments après qui vont croiser que dans la Constitution ou dans les textes congolais, on a ce même objectif. Donc là, c'est une visée qu'on a. Qui ne voudrait pas que tous nos enfants soient bien scolarisés et que tous nos enfants deviennent de bons citoyens? Personne ne... Oui, je vous ai parlé de bonnes lois, mais des mesures d'application qui souffrent de constipation. C'est ça. Mais c'est pas parce qu'il y a quand même ces éléments, ces objectifs et des textes qui sont signés, ça c'est vrai que ça c'est pas un engagement juridique, mais c'est des orientations. Dans les engagements juridiques, il y a la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant.
Alors là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de... L'article, il est très conséquent par rapport à la Convention des droits de l'enfant. Mais j'ai surligné en gras, moi, des choses qui me paraissent importantes, parce que le droit à l'éducation, c'est pour l'unité, la solidarité africaine. Ça amène une vie responsable dans une société. Parce que, ah oui, moi, dans mes causes profondes et dans mes conséquences, ce qui était important que je vous ai pas dit, c'est que aussi, ou c'est pas ici, c'est que dans les conséquences d'une non-scolarisation, c'est qu'il peut y avoir de la délinquance des enfants. C'est que les enfants vont être dans la rue, c'est qu'il y aura encore plus de chômage. Il y aura une baisse du niveau du pays s'il y a de plus en plus d'enfants et de moins en moins de scolarisation ou une mauvaise qualité d'enseignement. On dit tous que la qualité de l'enseignement, il s'est dégradé, peu importe les endroits. Donc ça, c'est pour ça qu'il faut cette prise de conscience pour dire, ça aide à la prise de conscience. Les objectifs, les orientations, ça aide à se dire, ah oui, c'est vrai que c'est pas juste, il y a le droit à l'éducation. On a un droit à l'éducation qui est motivé parce que c'est nécessaire pour la vie de la société, pour notre société congolaise. On estime que l'unité, être dans une société libre, responsable, c'est important. Donc là, dans la charte africaine, il y a certes fournir un enseignement de base gratuit et obligatoire, encourager le développement de l'enseignement secondaire sous différentes formes et le rendre progressivement gratuit. Donc là, vous voyez, c'est progressivement gratuit. Progressivement cache tout. Hein? Oui, oui. Sauf que nous, au Congo, ce qui est indiqué, et ça on est content, c'est qu'on va au-delà des textes internationaux. On dit que l'école est gratuite dans les établissements publics. Donc ça, c'est effectivement la loi cadre numéro 14/004 de 2014 qui indique que l'école publique doit être gratuite au niveau primaire et secondaire général. Donc ça, c'est un point aussi. C'est pour ça que, et ça, c'est important de valoriser dans notre plaidoyer, pour mettre du baume au cœur à nos autorités, parce qu'on ne va pas leur dire vous faites mal votre travail, on va les encourager. Donc il faut toujours trouver du positif. Donc le positif, c'est que la charte africaine, elle indiquait ça, mais elle indiquait que c'était progressif. Et donc vous êtes engagé à ce que ce soit gratuit. Donc on peut faire cette gratuité-là progressivement, on respectera le texte international en plus, mais il faut qu'on montre des avancées. Dans la loi cadre, il y a d'autres définitions, l'article 7, parce qu'après, j'ai un peu creusé aussi, parce qu'il y a dans l'enseignement, qu'est-ce qui est gratuit? La gratuité s'applique également aux manuels et fournitures scolaires, selon l'article 76. Vous voyez? C'est pour ça que c'est important de lire vraiment tous les articles qui va concerner l'école, qui va concerner la gratuité. Ce qui est indiqué aussi dans cet article 76, c'est que les frais de prise en charge ordinaire des enfants, eux, dépendent toujours des parents. J'ai souligné ça parce que je réfléchissais à la cantine. Parce que souvent, où ça dépend des endroits, les enfants, ils sont démotivés à la cantine, ils ne sont pas concentrés à l'école parce qu'ils n'ont pas accès à la cantine, pardon. Ils ont des difficultés à suivre parce qu'ils ont faim, l'école est loin, ils ne peuvent pas revenir manger le midi. Et c'est une difficulté pour un bon accès à l'éducation. Voilà. Donc, je voulais voir, j'ai essayé de chercher s'il y avait un article qui pouvait aller dans notre sens pour la question des cantines. Mais ça, c'est indiqué que les frais de prise en charge ordinaire, donc les frais alimentaires de santé, ça, c'est indiqué pour les parents. Mais les manuels et les fournitures scolaires, ça, c'est possible. Et ce qui est important aussi, c'est que la gratuité ne s'applique pas aux établissements privés. Donc ça va être vraiment pour les établissements publics, les établissements privés même agréés. On ne parle pas de ceux qui ne sont pas agréés. La notion de agréé, ça m'a aussi marqué, mais ça, c'était pas dans notre problématique des enfants qui sont chassés, mais la question de la qualité de l'enseignement et des écoles privées qui prolifèrent sans vérification de la qualité des enseignements, de la pédagogie, du respect du contenu des programmes scolaires.
Ça, c'est aussi un vrai problème que vous avez. Et ça interroge justement sur le fait que l'État reconnaît les écoles privées agréées. Donc là, quels sont les moyens qui sont mis en place pour que ces établissements agréés obtiennent un agrément et maintiennent leur agrément. Donc ça serait un point aussi à creuser dans les textes sur la question de l'agrément, pour justement souligner et inciter, si on voulait, inciter les autorités à s'impliquer dans le contrôle des établissements privés qui ne sont pas agréés ou qui ont reçu un agrément il y a très longtemps et qui posent problème par leur enseignement. La qualité de leur enseignement ou le contenu qui pose problème. Donc on descend, on était dans des textes internationaux, on est sur la loi cadre et il y a l'arrêté provincial. Alors, je ne sais pas si c'est provincial de Nord Kivu ou Sud Kivu, qui concerne la fixation des frais de scolarisation. Je n'ai pas trouvé le document. Je ne sais pas si vous l'avez, le texte en entier, parce que ça m'a vraiment interrogée. C'est pour ça que quand je parle de la compatibilité, je me dis comment on peut prendre un arrêté provincial, peut-être que vous allez avoir une explication, mais comment on peut prendre un arrêté provincial qui fixe des frais scolaires? Ça doit être les frais scolaires pour... comment on peut fixer ça alors qu'il y a un texte, une loi qui nous dit que la gratuité s'applique? Comment on peut avoir un texte qui viole en fait la loi? Je reste perplexe. Est-ce que cet arrêté il est vraiment compatible avec la loi cadre, ou est-ce que peut-être c'est une mesure provisoire d'adaptation, et dans ce cas-là, est-ce que l'enseignement primaire, secondaire a fait un bilan de cette mesure qui serait provisoire pour arriver à une peut-être gratuité? Comme c'était un texte qui a été adopté en 2019, le premier, renouvelé en 2020, voilà, quel était le bilan? Ça, c'est des questions que je me pose. Je n'ai pas le document et je ne sais pas comment il a été appliqué. Est-ce que vous avez des éléments sur pourquoi c'est arrêté? Il y a des arrêtés provinciaux qui sortent comme ça pour fixer les frais de participation aux examens d'État ou encore les frais de participation aux examens de fin d'études primaires. Et là, il y a une commission autour du gouverneur qui signe des arrêtés pour ce fonctionnement. Par exemple, chez nous actuellement, ils ont signé pour les paiements de plus, je pense, de $42 pour les finalistes des humanités. Et ça crée des remous. La ministre provinciale a été interpellée à l'Assemblée provinciale pour expliquer pourquoi c'est passé l'année passée de $25 aujourd'hui à $45. Elle s'est expliquée, elle a convaincu le Parlement ou l'Assemblée provinciale et elle s'est maintenue. Donc, il y a des arrêtés provinciaux qui gèrent l'enseignement. Il y a eu même un moment où les enseignants réclamaient qu'il y ait un édit pour les fonds pour l'enseignement au niveau provincial. Ça signifie qu'il serait un complément à leur salaire, étant donné que les revendications adressées à Kinshasa ne donnent toujours pas de résultats escomptés. Si en province, on peut aussi créer des fonds pour la province en appui à l'enseignement. Donc, c'est dans ce sens que vous avez trouvé cet arrêté, je ne sais pas. Et voilà un peu l'information à ma disposition. En tout cas, ce qui serait intéressant, et pour terminer, et on va faire la petite pause juste après, j'ai un moucheron qui est là, ce serait vraiment d'avoir l'arrêté de 2019, puisqu'il y a un arrêté du 18 octobre et l'arrêté du 5 février 2020, pour voir les évolutions. Et comme tu l'as dit, est-ce que c'est ça qui fait passer de 25 à 40 ? Et ce serait vraiment intéressant de connaître un petit peu qu'est-ce qui s'est passé, parce que, vous voyez, pour moi, c'est une violation de cette loi cadre. Et voilà. Déjà qu'on n'arrive pas à la gratuité, alors si en plus maintenant ils officialisent les paiements, mais ça peut être aussi protecteur, parce qu'il peut y avoir, je sais que c'était pour uniformiser aussi. Mais ce qui est important quand on fait du plaidoyer, c'est que s'il y a des mesures comme ça qui sont, on va dire, provisoires, transitoires, c'est de voir que ça n'aggrave pas la situation.
Donc là, passer de 25 à 40, là, ça peut vraiment poser question et c'est pour ça que les associations des parents d'élèves, les comités de gestion scolaire, c'est des groupes qu'il va falloir, qu'il faudrait sûrement associer parce que ça, c'est des choses où c'est pas normal. Il y a des droits qui sont pas respectés, il y a peut-être vraiment des atteintes importantes là. Donc mais il faut vraiment comprendre le cadre de ce texte, de ces arrêtés. Je vais vous repartager alors après avoir un peu croisé, redonné ces informations sur, bien identifier les causes, les conséquences, les manifestations du problème, les cibles qui sont compétentes pour agir, pour modifier la situation, d'avoir reconnu aussi les textes, nationaux, internationaux sur lesquels on devait s'appuyer pour travailler, notre plaidoyer. Je proposais ce sorte de petit tableau pour, compiler un petit peu les informations. Alors ce qui est intéressant, moi j'aime bien partir des personnes qui sont impactées parce que les réponses seront pas forcément les mêmes selon les personnes impactées. Repartir sur les causes profondes, les conséquences, les cibles, alors je vais peut-être partager quand même comme ça pour que ce soit plus visible. Les cibles, donc les conséquences à court ou à long terme, comme on l'a fait par rapport à Pestel aussi, au niveau des causes et des conséquences. Les cibles, quelles sont précisément les autorités, comment les accrocher et pourquoi elles doivent intervenir, les textes et sources, les articles précis, et puis l'objectif qu'on va vouloir atteindre. Donc là, j'avais fait une petite synthèse pour réfléchir. On était parti sur les enfants du secondaire, pourquoi ils n'allaient pas à l'école. D'un problème, on ne peut pas traiter de tout le problème de manière globale. Donc, sur le problème principal que les enfants n'étaient pas scolarisés au secondaire, je suis repartie après sur le cas des enfants qui sont chassés à l'école, justement, c'est pour ça qu'ils qu'ils sont déscolarisés. Ils sont chassés pour frais scolaires non payés. Donc là, c'est pour vraiment cette cause particulière. Donc les personnes impactées, ça va être surtout les enfants en situation de précarité. C'est pas tous les enfants, c'est vraiment les enfants les plus vulnérables au niveau économique. Alors, les causes profondes, ça, j'ai pas tout redit, mais on pouvait reprendre une partie des choses qui ont été discutées, qui ont été approfondies dans la première phase. Donc, il y a la situation aussi des parents. Certains parents, alors il y a des parents qui sont indigents, on a parlé de chômage, mais il y a aussi des parents qui sont, on dit irresponsables, ou en tout cas qui n'ont pas conscience de l'importance de l'éducation et qui ne vont pas faire le nécessaire pour envoyer tous les enfants. Et puis il y a aussi l'attitude de l'école, alors que ce soit parce que on le voit dans la partie enseignant tout en bas, le fait que les enseignants aient un faible salaire ou qui sont payés avec beaucoup de retard, ça a comme conséquence que l'enseignant est démobilisé par rapport à son objectif de transmettre une éducation, transmettre un enseignement. Et ça, ça se rejoint que l'enfant, lui, il est chassé de l'école. Puisque l'enseignant a ses propres problèmes, il n'est pas assez rémunéré, il ne va pas être patient, et si l'enfant ne paye pas, il va le chasser. Les conséquences à court, long terme, tout d'abord, c'est parce que rappelez que non seulement le droit à l'éducation n'est pas respecté, mais il y a aussi l'égalité de traitement. On l'a vu dans les textes, que c'était tous les enfants, qu'ils soient en situation précaire ou qu'ils soient nantis, tous doivent avoir accès à l'éducation. Donc là, si les enfants sont chassés, il y a deux droits qui ne sont pas respectés. Ça, c'est, on va dire, sur du court terme. Sur du moyen-long terme, les enfants vont être désocialisés, alors qu'on a vu que l'objectif de l'éducation, c'était de créer une unité, de partager des valeurs. Donc,
Ça, c'est important. La conséquence, c'est pas seulement pour l'enfant, c'est une désocialisation pour la société aussi. La conséquence, c'est à court terme, c'est que l'enfant, il va être stigmatisé parce que ça va se faire devant d'autres enfants. Il va se sentir rejeté par la société. Il va ne pas se sentir appartenir à la communauté. Et donc, ça peut engendrer des déviances et notamment un risque de délinquance. Voilà. Sur un encore plus long terme, si les enfants n'ont pas étudié, ça va engendrer plus de risques de chômage ou de travail précarisé et donc encore plus de pauvreté parce qu'ils n'auront pas d'emploi qualifié. Donc, face à toutes ces conséquences, vous voyez, on a comme cible les députés. Les députés, eux, ils ont comment on peut les accrocher? Eux, j'avais repris, je ne sais plus dans quel texte, qu'ils veulent constituer une élite, ils veulent avoir des citoyens de demain, ils veulent lutter contre l'analphabétisme, ça c'était, je pense, dans la Constitution, et ils veulent aussi que leurs textes soient respectés. Et je pense que, je ne sais pas comment fonctionne peut-être votre assemblée provinciale et l'assemblée nationale, mais souvent il y a quand même des commissions spécifiques qui sont créées face à des problèmes. Donc il y a certains députés qui vont être plus concernés par ce sujet-là et qui sont préoccupés par le respect des textes. En tout cas, ça c'est la théorie. Voilà. Le PST, elle a la nécessité de mettre en œuvre le droit à l'éducation et la loi cadre. La DIVAS, alors là, j'ai marqué trouver leurs compétences parce que peut-être que par rapport aux enfants en situation de précarité, il y a peut-être un article particulier. Est-ce qu'il y a un service au niveau de l'État ou au niveau de la province qui serait en charge de mettre en œuvre les ODD ou de faire un suivi? Des fois, il peut y avoir des instances aussi qui sont spécifiques. Voilà, avec l'objectif d'améliorer la croissance de leur pays. Donc les textes, on a vu qu'il y avait l'article 28 et à l'article 28 de la CDE sur le droit à l'éducation, la charte africaine, l'article 11, la loi cadre de 2014 sur l'enseignement national, où là il y a aussi plusieurs articles, plus l'ODD 4.1. Concrètement, face à ces différents problèmes, qu'est-ce qu'on pourrait demander? Il y a la question des moyens. Donc là, ça peut être une piste. C'est à vous de voir qu'est-ce qui vous paraît le plus réalisable. Moi, je me posais la question parce que quand on s'intéresse aussi à des autorités, c'est pas une question de texte. Donc les députés, ils n'ont pas à adopter un nouveau texte puisque les textes congolais sont là. La question, le problème, c'est la mise en œuvre. Donc la mise en œuvre, il faut voir quelle instance serait peut-être la plus motivée et pourrait agir. Est-ce que le PST, la DIVAS, ou séparément? Est-ce que la DIVAS, moi je m'étais posé la question, comme dans certaines écoles, certains enfants ne payent pas, il y a quelques enfants qui ont accès sans... qui sont exonérés de certains paiements, c'est pas forcément beaucoup, mais est-ce qu'un service social de la DIVAS qui pourrait être tournant dans les écoles publiques, qui pourrait étudier les situations pour prévenir, pour pas qu'un enfant soit chassé? Un enfant qui a commencé une scolarisation, c'est très difficile de lui faire arrêter en cours d'année. Donc, est-ce que la DIVAS ne pourrait pas, c'est une piste d'idée, ne pourrait pas passer dans les écoles et voir s'il y a des enfants des familles qui ne payeraient pas pour trouver des solutions avec elles. Et peut-être travailler aussi avec le PST parce qu'un enfant qui a été chassé, pendant combien de temps, comment leur réintégration est possible? Ça, c'est aussi peut-être une piste à réfléchir. Donc voilà, ça c'était un peu le tableau qui était synthétique pour réunir toutes les problématiques. C'est pour vous guider un petit peu
dans la formulation, parce que tous ces éléments-là, on va les retrouver justement dans la rédaction de notre message aux autorités. Donc ça, c'est quelques éléments, pas besoin d'être bien rédigé dans ce tableau, c'est pour avoir les idées, pour après guider la rédaction. Donc justement, ce point-ci sur la rédaction, moi ce que je propose, c'est déjà d'avoir un peu un document de synthèse qui réunit justement tout cela. Donc on parle du contexte, expliquer vraiment le problème, bien l'approfondir, les causes, pour pouvoir après partir du plus large pour arriver sur quelque chose de plus précis et plus réaliste à traiter par les autorités. Il faut toujours bien argumenter les atteintes aux droits, donc avec le tableau, prévenir les obstacles avec les contre-arguments qu'on aura trouvés aussi face aux veto, aux difficultés qu'on va nous soulever pour mettre en œuvre nos propositions. Donc, il faut trouver des éventuels contre-arguments et des réponses aux contre-arguments qu'on va nous soulever. Formuler des recommandations qui sont plutôt assez faciles à faire, ou aussi laisser des solutions ouvertes. On n'est pas obligé d'avoir une proposition concrète. Ça peut être voilà, laisser la porte ouverte. Ça peut être aussi proposer un rendez-vous pour en discuter, parce que c'est vrai que quand il y a une discussion, les idées peuvent plus facilement aboutir à une émergence d'une solution commune. Voilà, et avoir toujours une conclusion. Les critères de notre message, faut toujours être attentif à être clair, explicite, univoque, que nos idées soient pas mal interprétées, que ce qu'on ait dit puisse être lu d'une manière différente par les autres, par le lecteur. Rester objectif, professionnel. Faut pas froisser les gens, donc éviter d'accuser, éviter de mettre trop à mal. Des fois, il faut trouver des formulations pour pas engager trop une personne. Et voilà, vraiment être professionnel, pas avoir un ton larmoyant, être clair sur peut-être, il peut y avoir de l'émotion sans être dans l'exagération. Donc c'est ça quand je dis rester objectif et professionnel. Impliquer le lecteur, c'est ce que je disais tout à l'heure, qu'il faut jouer entre le droit et l'émotion, l'avenir, parce que si l'autorité que vous visez est sensible à telle ou telle problématique, il faut l'utiliser. Voilà, être court et concis pour retenir l'attention, parce que c'est pas en faisant une 50aine de pages. Ça sera peut-être une annexe qui pourra être utilisée pour bien justifier, mais il faut que vous arriviez aussi à avoir être court et clair, concis, pour que les 2 pages que vous allez peut-être faire, elles soient vraiment lues. Les 50 pages, les autorités, elles vont pas avoir le temps de tout lire. Il faut déjà retenir son attention, accrocher son attention. Donc, il faut des éléments courts et puis après des éléments documentés où il peut après creuser si ça l'intéresse. Alors là, je vous mettais un exemple d'un courrier. Vous voyez, c'était à la ministre des Droits des Femmes, un courrier qu'on avait fait parce qu'on avait un souci sur les jeunes filles victimes de prostitution qui étaient vraiment maltraitées dans les procédures judiciaires. Et vous voyez comment on peut mettre du baume, sachant combien vous êtes préoccupés par la situation des jeunes femmes et des jeunes hommes prostitués, parce que il y avait eu des articles sur ça, donc on savait que Madame Belkacem était préoccupée par ça. Donc voilà, on s'appuie. C'est pour ça que quand je dis il faut être un peu dans l'émotion, il faut mettre le côté un peu humain de la personne. Donc on essaie de l'impliquer, de l'attirer, de retenir son attention. On parle des constats. Force est de constater que de nombreux mineurs qui sont poussés à la prostitution disparaissent dès que les faits ont été constatés et qui ne sont pas présents lorsqu'il y a procès. Donc ça, c'est quand même c'était ça le problème de départ.
On explique que ce problème, il est dû parce que les brigades de protection des mineurs ne sont pas formées à l'accueil de ces situations, que souvent ils les interrogent comme des délinquants, que ces enfants sont traités comme des délinquants. Donc ça c'est une des causes qui fait que les enfants ne sont pas présents pendant les procès parce qu'ils ont peur d'avoir des problèmes. Vous connaissez le passé, le parcours de bon nombre de ces adolescents et de ces adolescentes. Voilà, on est dans les émotions. Priorité doit leur être donnée. Là, on commence à leur dire, vous avez vu, on n'a pas mis en cause un commissariat. On dit qu'il y a un problème de la formation. On ne dit pas les policiers font mal leur travail. On dit que c'est un problème de formation. Comme ça, c'est les termes qu'il faut trouver justement pour ne pas remettre en cause les services, parce que l'objectif, c'est qu'ils soient formés. Mais si on les a critiqués trop fortement, ils ne vont pas vouloir être formés ou ils ne vont pas être partie prenante dans la formation. Donc, il faut toujours être dans le consensus quand on rédige. Et que ce courrier, il peut tomber dans les mains d'autres personnes. Donc, il ne faut pas qu'il soit utilisé à notre rencontre en disant regardez ce qu'on a écrit sur vous, sur nous, l'association pense vraiment du mal, elle vous critique par derrière, donc voilà, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention. On essaye de structurer le problème concernant les poursuites pénales sur les clients et concernant les proxénètes, ceux qui exploitent les enfants qui se prostituent. La voix de l'enfant en appelle à votre autorité afin que les justes poursuites soient engagées contre tous les clients de mineurs poussés à la prostitution. Donc ça, c'est notre demande, qu'il y ait une politique active pour qu'il y ait des poursuites pénales contre les clients des enfants prostitués. Ça, voilà, c'était pour vous montrer. Et puis, à la fin, ce qu'on joint pour justifier, c'est la décision de justice de tribunal pour qu'elle voit que ce qu'on lui dit, c'est pas du pipeau, c'est que dans la décision, et on surligne les éléments qui posent problème, l'absence de l'enfant, le fait que le tribunal ne condamne pas les personnes. Et puis voilà, donc ça, c'est les décisions du tribunal qui sont publiques. On cache les noms pour l'anonymat des personnes. On adressait également des courriers qui avaient été adressés au ministre de la Justice aussi, au même temps, sur la question de la prostitution des Roms bulgares. Là, c'était Madame Taubira à l'époque. Et le mémoire de l'avocat, parce que là, l'avocate avait, pendant le procès, avait beaucoup d'arguments aussi sur les problématiques. Donc voilà. Toujours des annexes pour argumenter notre message qui doit être court. Alors, les différentes formes de messages qu'on peut avoir. Il y en a des variés. Avec l'aide de Yahoo. Alors, il y a des textes qui sont peut-être plus au niveau international, il y a des textes qui s'adressent à des journalistes. Voilà, il y a différentes formes. Il y a des lettres d'interpellation. Donc, premier exemple. Ça s'adresse à une personnalité c'est un appel pour passer à l'action sur un sujet donné. Il y a des lettres d'allégation pour des faits en cours et qu'il faut agir rapidement pour que la violation cesse et que des mesures soient prises rapidement. Donc ça, c'est la lettre d'allégation. Les appels urgents, pour des faits qui sont déjà produits, et là, il s'agit de réparer un dommage pour donner accès à la justice et éviter une non-répétition. Il y a des communiqués et des conférences, des communiqués de presse qui peuvent s'accompagner de conférences de presse. Ça, c'est pour vraiment un sujet où on sait qu'on a la population qui va nous soutenir pour mettre la pression aux autorités. Après, nous, c'est aussi en France, les gens ont peur des manifestations, ou voilà, surtout avant des élections. Donc, il y a des périodes, il y a des moments. Les conférences de presse, ça peut être aussi à l'occasion, on en avait fait à l'occasion des élections présidentielles, où on veut faire passer des messages. Donc là, on peut solliciter les différents candidats. Donc là, ça permet de mettre une pression supplémentaire
parce que s'il y a des mauvais articles, les autorités n'aiment pas la mauvaise presse. Donc, il faut savoir les utiliser à bon escient. Et différentes communications écrites, orales, devant les instances locales. Alors, ça peut être des groupes de travail nationaux, mais aussi des commissions nationales des droits de l'homme et aussi les commissions internationales, que ce soit devant le comité des droits de l'enfant. Il y a des occasions de rédiger aussi des textes, des rapports, des études. Donc il y a différentes formes, mais à chaque fois, ça va être le même principe qu'on a vu, c'est-à-dire avoir un contexte, argumenter les atteintes, formuler des recommandations et puis quelques conclusions. Les textes, ce qu'il faut identifier, c'est aussi pour la diffusion, de ne pas travailler en solo. Ce qui est important, c'est, on a vu qu'il y a des sujets qui sont vraiment transversaux, qui ne vont pas concerner que les enfants. Et tout seul, vous n'aurez pas de poids pour demander de l'emploi. Et puis, quelle légitimité vous allez avoir pour demander telle ou telle mesure ou solliciter les instances. Et si vous êtes dans un cluster, dans un groupe de travail, le message va beaucoup mieux passer si c'est fait par un groupe que si vous êtes en individuel. Donc ça, c'est vraiment important de travailler sur ça. Donc, identifier les mécanismes locaux et identifier les canaux de diffusion. Et puis après, il y aura le suivi. Donc, sur les... j'ai toujours des choses qui m'embêtent. Pour l'identification des mécanismes locaux qui vont pouvoir vous soutenir dans le plaidoyer, qui pourraient vous soutenir, ça peut être des associations qui sont spécialisées, si vous êtes, selon le thème, si c'est un sujet assez pointu. Peut-être que vous pouvez vous associer aussi avec des services publics, des centres de santé, des centres sociaux, peut-être même une division provinciale, je ne sais pas. Ça peut être, parce que des fois, c'est pas, les gens sont de bonne volonté, mais c'est soit plus haut qu'il peut y avoir un souci. Donc, n'hésitez pas à voir si à plusieurs vous pouvez porter. Il y a des leaders communautaires qui pourraient aussi vous soutenir, les RECOP. Ça peut être une piste. Vous voyez, c'est des services vraiment variés. Et les personnes qui pourraient relayer votre plaidoyer, donc ça c'est faire le plaidoyer ensemble. Donc toute la réflexion, vous pouvez la mener ensemble, soit les associer en cours de réflexion, ce qui est encore mieux, ou soit à la fin, pour qu'ils puissent. Des fois, ça arrive qu'un organisme soit signataire. On lui propose un texte, il va accepter de le signer parce que lui aussi il connaît le même problème. Donc ça, c'est pas mal. Et puis il y en a qui vont pas signer le plaidoyer, qui va pas être signataire d'un courrier, mais qui va quand même pouvoir relayer certaines de nos propositions. Donc peut-être dans un cadre de concertation, dans une commission, où on va présenter nos préoccupations, et eux, à l'occasion d'un autre travail, ils pourront aussi le diffuser. Plus nos problèmes sont connus, plus on a des chances que certains aspects soient retenus. Mais sur tout ce qu'on va demander, il faut reconnaître qu'on n'a pas... Si on atteint 10%, c'est déjà énorme. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus trop de choses, il faut des choses réalistes. Pour identifier les canaux de diffusion, le plaidoyer, ça peut être... La presse peut être un relais. Alors, la presse... ça va pas forcément l'intéresser de lui dire on a ce problème-là, venez parler de notre problème. Nous, ce qui fonctionnait bien, hélas, c'était des fois quand il y avait des faits divers. Les journalistes vont parler d'un problème, d'un fait divers, voilà, un accident, quelque chose qui s'est passé, et on prend cette occasion-là pour passer notre message. Donc voilà, c'est ça. Un fait divers peut créer un consensus dans la population. Par exemple, une école qui va chasser un enfant, et l'enfant, il est chassé tellement violemment qu'il en sort blessé. Ça peut être une occasion pour alerter les autorités en disant, vous voyez jusqu'où ça peut aller,
L'enfant est là pour apprendre, et il se retrouve handicapé parce qu'il n'avait pas payé. Vous voyez la proportionnalité entre le problème et la conséquence. Donc, à l'occasion d'un fait divers, à l'occasion d'une journée de commémoration, ça peut être une occasion de conscientiser sur tel ou tel problème. Si vous faites une porte ouverte ou autre, vous pouvez présenter la problématique et en même temps montrer l'action que vous faites qui permet d'apporter des solutions. Et souvent, c'est des solutions qui ne sont pas si compliquées que ça et que les gens n'ont pas forcément idée. Et ça permet de mettre en exergue le manque de volonté parce qu'une petite association avec peu de moyens peut faire beaucoup plus des fois que des autorités. Pour saisir le média, vous pouvez utiliser le moyen d'un communiqué de presse qui va relayer une information percutante. C'est bien parce que ça laisse une trace, on peut les réutiliser peut-être plus tard, on peut s'appuyer sur ça à un autre moment. Ça peut être un article dans la presse locale, vous connaissez les émissions radio, et puis conférences de presse, mais ça c'est pour une grande annonce. Et quand il y avait conférences de presse, nous on utilisait pour faire venir les journalistes, mais après c'est pas les mêmes problématiques, mais c'était aussi pour vous montrer un peu mon anecdote. Je me rappelle avoir fait conférence de presse, on avait invité nos porte-parole, parrains, président d'honneur, et il y avait Stéphane Essel et Carole Bouquet. Donc ça, c'était pour les médias, c'est vendeur quand c'est des personnalités qui viennent porter le message de l'association. Je vous donne ce piste-là parce qu'il y a des gens qui veulent s'engager dans votre communauté, des personnes qui ont un peu un aura, qui sont symboliques. Donc, avoir une personnalité, c'est vraiment, ça aide à passer un message. Et puis, pour terminer, alors je vous parlais pour le suivi, ça c'est important aussi, parce qu'il ne suffit pas de faire le plaidoyer, c'est pas une fois qu'on va aboutir à notre résultat, vraiment solliciter les rendez-vous, ça c'est important, solliciter des rendez-vous pour expliciter les problèmes, ça c'est important. Il ne faut pas hésiter à écrire après avoir eu un rendez-vous pour remercier du temps passé sur la problématique et puis peut-être réexpliquer ou réindiquer les points d'accord ou les orientations qu'on aura pu se donner après le rendez-vous parce que ça permet un suivi. La personne aura eu un courrier, il a une trace, ça lui évite de faire son propre compte-rendu. C'est des petites choses qui aident. Suite à un rendez-vous, nous, c'est des choses qu'on faisait assez systématiquement. Et on proposait aussi des visites de terrain, avec aussi des présences des fois de journalistes, à permettre de faire une publicité pour l'autorité. C'est de la publicité gratuite pour elle, pour montrer son engagement, donc voilà. Et puis, soit au début de l'année, pour quand faut souhaiter les vœux de bonne année, ou quand on change de gouvernement, il faut relancer les sujets aussi. Donc ça, c'est des moments un peu clés. Et puis, pour terminer, je voulais vous montrer un exemple de communiqué que je trouvais intéressant. Donc là, c'est un collectif, et j'ai pris un sujet qui était commun, qui pouvait vous intéresser. Collectif pour le droit des enfants roms à l'éducation. Les enfants roms, c'est les enfants du voyage d'originaire Roumanie, de cette minorité roumaine d'origine. C'est pas que roumaine, parce qu'il y en a en Bulgarie aussi, mais voilà, c'est une minorité ethniques et qui sont comme c'est des gens du voyage, ils déambulent, ils voyagent beaucoup, ils sont dans les caravanes ou en toile de tente, donc ils n'ont pas de maison de domicile fixe, ce qui complique pour la scolarisation. Surtout qu'en plus ils sont aussi étrangers, donc et que les familles ne connaissent pas forcément les droits. Donc là, c'était un vrai problème il y a quelques années, l'accès à l'éducation pour vraiment cette minorité. Et vous voyez, il y a toutes les associations, il y en a une quinzaine, et des grandes associations comme DUI France, Médecins du Monde, qui avaient signé la CIMAD, CCFD, la Ligue des droits de l'homme. Vous voyez vraiment un grand réseau qui a élaboré ce communiqué de presse qui est court. Vous voyez, il fait une page, 1, 2, 3 paragraphes principaux et 2 petites lignes. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ce communiqué de presse?
Donc là, c'est à l'occasion de la rentrée. Ils ont un titre court. Donc, on voit la liste. On voit qu'il y a la liste, on voit qu'il y a la date. 4 septembre, c'est au moment de la rentrée scolaire. Un titre qui est accrocheur, pas d'enfants roms sans école à la rentrée. On sait tout de suite, on alerte, ça va intéresser. Il y a un paragraphe qui concerne la légitimation. On légitime pourquoi nous, on vous saisit. Le collectif pour les droits des enfants roms à l'éducation, qui regroupe des syndicats de l'éducation. Donc là, il y a même des enseignants, vous voyez, les syndicats des enseignants qui relaient le message des associations. Donc des syndicats et des associations qui s'inquiètent de l'avenir des enfants roms. Des enfants qui avaient commencé une scolarisation et qui ont vu leur vie détruite parce qu'il y avait eu un camp de Roms qui avait été détruit. Et on voit toutes ces associations qui sont plus ou moins spécialisées sur ce sujet-là. Le problème, combien de ces enfants qui ont été chassés qui ont été évacués du camp où ils vivaient, combien de ces enfants pourront, ce jour de rentrée, retrouver le chemin de l'école? Il y a des signes qui sont contradictoires. La circulaire, et là, vous voyez, on cite des textes nationaux, internationaux qui ne sont pas respectés. Donc, il y avait une circulaire interministérielle qui n'a pas été respectée, alors que la ministre elle-même réaffirmait que le droit, et vous voyez, le 28 août, à chaque fois, on essaye de circonstancer les choses. Le 28 août, elle avait dit qu'elle avait réaffirmé que le droit à l'éducation de tous les enfants, quel que soit leur lieu de vie, quelles que soient leurs difficultés, voilà, que c'était un droit et qu'il fallait faire valoir ce droit. Que la France a ratifié la Convention des droits de l'enfant et que tout enfant qui est sur le sol français doit être scolarisé. Donc ça, on rappelle les grands principes qui est demandé. Là, le communiqué, c'est le collectif rappellera ses exigences lors de sa rencontre avec le ministère délégué le 11 septembre prochain. Donc là, c'est pour rappeler, c'est vraiment un moyen de faire pression auprès de la ministre pour dire on vous rappelle l'obligation, vous savez ce que vous devez faire. Il faut accepter tous les enfants qui sont roms, même s'ils ont été chassés de leur camp. Il faut les accueillir à l'école. Et donc, on attend que vous nous donniez une réponse positive le 11 septembre. Et on a saisi les médias, c'est un communiqué de presse, donc les médias vont relayer et vont vous faire de la mauvaise publicité. Et c'est vraiment le message qui est entre les lignes de ce communiqué. Et puis, il y a le contact presse, toujours. Là, il y avait plusieurs... on ne voit pas tout, mais il y avait deux coordonnées de mise pour contacter ce collectif, pour avoir plus de renseignements, avoir une histoire de vie, si un journaliste, des fois, veut plus d'informations. Et puis, on diffuse. La diffusion, c'est envoyé par mail aux différents journalistes que vous pouvez connaître. Donc ça, c'est pour ça que c'est important d'avoir aussi ce réseau, de l'actualiser, de l'avoir vraiment à jour au fur et à mesure. Mais maintenant, on envoie ce communiqué aussi aux autorités elles-mêmes, comme ça elles sont informées. On ne fait pas derrière leur dos. De toute façon, on a rendez-vous le 11 septembre, donc ils le savent. Et on le diffuse sur les réseaux sociaux pour plus de visibilité, encore plus. Donc voilà. Je trouvais que c'était un bon petit exemple pour montrer la cohérence de l'intervention, un message. On a l'approche droit, toujours. On s'appuie sur un côté un peu émotionnel, c'est la rentrée. Un enfant ne peut pas être sans école. En tout cas, pour nous, c'était quelque chose de fort. Et voilà. Je pense que c'est vrai que c'était... Et au final, le problème, maintenant, il est quasiment résolu. Il y a beaucoup moins de soucis. Pour information, on va vous partager ces différents outils à la fin, élaborés avec Yao et Fanasina. Voilà. Et puis, vous aurez la présentation aussi. Et puis, si vous avez peut-être des questions pour les 5-10 dernières minutes, on est à votre disposition.
on a bien conscience que, voilà, il y a beaucoup de théories, mais dans le plaidoyer, c'est c'est pour ça que le plaidoyer va en complément aussi des activités de terrain, parce qu'on ne peut pas attendre, que le plaidoyer aboutisse pour que la solution pour que les problèmes, se résolvent. Donc c'est en parallèle de notre action, de terrain. Pas de réaction? J'ai trop parlé, je suis désolée. J'espère que je vous ai pas endormi. Oui, Désiré? Nous vous remercions pour l'exposé. Ça a été pratique, moi je pense, et avec une méthodologie qui va tout droit vers les objectifs qui doivent nous guider dans le plaidoyer. Et c'est pratique, ça peut aider parce que en voyant les causes profondes, les conséquences et les objectifs à définir, on comprend. Les communiqués de presse, tels que vous avez expliqué aussi, nous avons compris. Là, pour la séance de ce jour, je ne peux que remercier moi. Je n'ai pas de questions à poser parce que les choses étaient claires et puis on a eu l'occasion d'échange là qui nous a permis de faire l'interactivité et cela a balisé ce qui nous étions en train de vouloir atteindre. Merci. Merci, Désiré. On a bien vu dans le dernier communiqué, je trouvais que c'était bien, je terminer sur ça pour, on voit que on part pas de tous les problèmes de l'éducation, ou on parle pas de tous les problèmes, c'est bien de focaliser sur 1 ou 2 points pour pouvoir pas s'embrouiller dans le message et puis pour trouver des solutions, à ce problème-là. C'est pour ça qu'il faut bien creuser sur les causes, sur le problème, pour pas partir dans tous les sens. Parce que si on part dans tous les sens, on va pas savoir par où commencer et l'autorité, elle va en profiter pour embrouiller les choses. Donc il faut un peu coincer sur des choses très précises, dans les messages. Il y a tel problème, on va se focaliser sur telle chose précisément et c'est ça, je pense, qui permet aussi d'avancer et d'avoir un plaidoyer qui va être peut-être plus efficace parce qu'il ne va pas être trop global. On peut avoir un plaidoyer sur des principes aussi, mais c'est bien d'avoir aussi des points précis. Oui, Marie, merci pour la parole, hein. Je voudrais revenir un peu en arrière dans le petit tableau là que vous avez présenté. Là, vous parlez des causes profondes, surtout pour les causes environnementales. C'est vrai, la tendance était de voir le vocable environnement comme pour peut-être se rapprocher beaucoup plus de la nature qui entoure les enfants, qui entoure l'enfant. Mais je voulais demander le fait que l'enfant, par exemple, soit entouré, soit accompagné par des parents qui n'ont pas eu la chance d'étudier, peut-être qu'ils ne connaissent pas aussi l'importance des études. Allons-nous aligner cette cause sur le plan environnemental ou social? C'est une question qui m'est revenue. Oui. Mais la deuxième aussi préoccupation, c'est par rapport au plaidoyer. J'avais tendance à croire que le plaidoyer ne doit peut-être être fait seulement auprès des instances très élevées au point d'aboutir à des résultats qui sont aussi durables sur tous les plans. Mais j'étais en train de penser, par exemple, pour les mêmes causes environnementales, comme ce qu'a dit Béné, pour des risques qui empêcheraient que les enfants accèdent au système éducatif. C'est vrai, ça peut être des risques qui sont peut-être matériels. C'est une rivière qui sépare les villages d'une école. Que peut-être un enfant vit son ami tomber dedans et partir. Il a peur maintenant d'aller à l'école. Ou bien c'est un lac qui se trouve de l'autre côté du village et qu'il faut franchir ce petit lac tous les jours, ou bien cette lagune tous les jours pour arriver à l'école. Pouvons-nous faire soit un plaidoyer au niveau de l'autorité purement locale, ou soit élaborer un plan de réduction des risques
dans lesquelles sont impliqués les enfants, les autorités, les humanitaires, tout le monde, pour aboutir quand même à un mécanisme, une solution locale, là où tout le monde apporte sa contribution pour réussir. Peut-être aussi sans demander les fonds, parce que nombreux pensent que pour des petites choses comme ça, il faut toujours que l'État vienne, parce que pour nous au pays, la décision vient de très haut. Nous sommes à l'Est, tout se décide à Kinshasa. Pour arriver à Kinshasa, ce n'est pas tout le monde. Et pour faire arriver une voie, par exemple, à Kinshasa, il faut beaucoup de gymnastique, beaucoup d'exercices. Ça tarde et on n'aboutit pas à une réponse rapide. Et des fois, on est fatigué, on laisse à mi-chemin. Mais localement, quelque chose peut être fait avec ou sans coût, mais quand même avec l'effort et la contribution déjà. Je voulais juste m'appesantir sur le plan de réduction des risques sur des causes environnementales. Merci beaucoup. Alors, les parents, je le mettrais plus dans les causes sociales, parce que c'est plus dans l'histoire des parents. Là, je ne le mettrais pas dans l'environnement, parce que ça, c'est... voilà. Parce que c'est eux-mêmes qui n'ont pas été scolarisés, donc ils méconnaissent le droit, quand on creuse un peu. Et effectivement, pour moi, le plaidoyer, ça s'adresse en tout cas à une autorité, qui a un pouvoir. Et ça peut être une petite autorité, une grande autorité. C'est pour ça qu'il faut bien identifier le problème. Si c'était dans la loi, s'il y avait pas si par exemple l'accès à l'éducation scolaire n'était pas gratuit pour le secondaire, là peut-être qu'il faudrait demander à élargir dans la loi. Et donc là, ça serait les députés au niveau national qu'il faudrait saisir, si c'était ça le problème. Mais là, au niveau national, il y a les textes qui sont là et qui sont en faveur. Donc c'est un autre niveau. C'est pour ça qu'il faut bien identifier où est le problème pour pouvoir après saisir la bonne autorité. Et l'histoire, voilà, ça c'était pour l'exemple au niveau de l'éducation et quelle autorité saisir. Et effectivement, des fois, il y a peut-être des actions qui sont possibles, mais il faut une volonté, il faut des accords sur un pont. Il faut construire un pont parce qu'il y a une rivière qui est dangereuse. On s'appuie, on va voir d'autres leaders communautaires, des villages des deux côtés du fleuve, de la rivière. Eux-mêmes, ensemble, on peut aller voir une instance qui est en charge des ponts et chaussées, on va dire, et on va voir après qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce que chacun peut faire, et on partage une responsabilité. Le problème, il faut le faire reconnaître. Une fois que le problème il est reconnu par tous, que oui, c'est un problème, il y a un enfant qui est décédé, il ne faut pas que ça se reproduise, chacun va peut-être apporter quelque chose pour répondre au problème. Et là, ça va être il y aura et l'approche droit et le côté concret de qu'est-ce qu'on va te solliciter. Notre rôle, c'est de conscientiser les instances sur leur rôle auprès de la société, auprès de la population. C'est rappeler leur engagement qui sont là-bas, même s'ils sont là-bas pas que pour la population, mais on va essayer quand même de leur remettre un peu notre objectif et les objectifs de leur mission, en tout cas, officielle. Donc, ça peut être n'importe quelle autorité selon le type de problème qu'on a identifié. Et peut-être que si c'est une autorité moins haute qui pose le problème, on peut s'appuyer, faire un plaidoyer auprès de l'autorité de tutelle pour dire allez mettre la pression auprès de cette autorité qui, elle, refuse les textes que vous avez adoptés. Donc, ça peut être aussi une autorité pour faire un plaidoyer auprès d'une grande autorité pour qu'elle-même fasse la pression auprès de l'autorité qui doit exécuter. Ça peut être aussi possible. Tout est possible. Mais ça, c'est la diplomatie. Il y a un côté très intuitu personné dans le plaidoyer aussi. Parce que c'est pour ça qu'il faut des bons messages. Peut-être que dans vos équipes, s'il y a une personne qui parle mieux que l'autre, il faut peut-être la mettre, le message est préparé en commun, mais ça va être la personne qui va
un peu séduire l'autorité par sa manière de présenter les choses. Il y a ça aussi, hein, parce qu'on peut avoir tous les arguments du monde, mais il y a un côté personnel, relationnel aussi. Donc, il faut prendre ça aussi en compte quand on diffuse. J'avais une directrice avant, dans l'autre association, voilà. Je me rappelle d'entretiens dans les ministères, voilà, en soirée, en tête-à-tête, au moment j'ai assisté à des dîners comme ça où il y avait beaucoup de messages qui passaient parce qu'on parlait on parlait pas que des problèmes, on parlait d'autres choses, de culture, voilà, c'est tout un milieu qu'il faut, qu'il faut, qu'on peut côtoyer et puis apprivoiser pour les mettre dans notre poche, vraiment. C'est comme ça. Faut pas les prendre comme un faut les apprivoiser, pour les mettre dans notre poche, pour qu'ils viennent dans notre sens. Et eux vont nous utiliser aussi, hein, dans l'autre sens aussi, hein. Ils nous utilisent pour leur image, donc voilà, faut avoir conscience de tout ça. C'est un sacré jeu politique aussi. Je sais pas ce que tu en penses, Yao? Oui, oui, je crois que tu as tout à fait raison, hein. Mais en termes de plaidoyer, les autorités envers lesquelles on peut faire du plaidoyer, tu l'as dit, c'est envers les autorités publiques. Donc, on peut faire du plaidoyer auprès du bourgmestre, donc auprès du maire. On peut faire du plaidoyer auprès de la police locale. On peut faire du plaidoyer auprès de, je sais pas, de l'Assemblée provinciale, auprès du gouverneur. Ça, on est au niveau local, mais on peut aussi faire du plaidoyer à Kinshasa auprès des autorités nationales. Mais tout dépend de votre capacité, de vos compétences, de vos ressources. Est-ce que, en décidant de faire du plaidoyer au niveau national, vous avez la possibilité de vous rendre à Kinshasa pour mener les actions? C'est à vous de vous poser la question. Est-ce que peut-être travailler avec le maire pour pouvoir réparer le pont qui est cassé à côté, c'est pas mieux que d'aller vers Kinshasa pour le faire? Donc, vous analysez le contexte, on revient à la même chose, vous voyez. Vous faites le diagnostic et vous définissez les objectifs. Et par rapport aux objectifs, vous allez aller vers la personne ou l'autorité qui sera à même d'apporter les solutions pour que vous puissiez atteindre vos objectifs. Vous voyez un peu? Ok. Merci en tout cas pour votre attention et puis les échanges parce que je trouvais intéressant qu'on mette en pratique un petit peu, qu'on commence déjà aussi à réfléchir à tout ça parce que c'est ça qui amène les étapes progressivement. Et puis de toute façon, on continue. On est à la 3e séance, c'est ça, Yao? Il en reste encore 2? Oui, il en reste. La prochaine session sera celle qui se tiendra le 2 juin. Non, le 27, pardon. Il y a le 27. Le 27, ce sera avec moi. Et le 2, ce sera avec Bruno Vandermaat. Et ensuite, on aura 2 séances pour les exercices. Donc, c'est ça. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'importance de ce que nous faisons. Je ne sais pas si vous mesurez l'importance de ce qui se déroule. En tout cas, au niveau du BICE, je peux vous assurer que Alessandra considère ce que nous faisons comme fondamental. Et pour elle, on doit même élargir ce qui est en train d'être fait à tout le réseau du BICE. Donc, c'est vous dire que vous avez pris une initiative. Cette initiative a été considérée comme importante, a été valorisée au point que ça sert l'ensemble du réseau BICE. Voilà, vous voyez un peu. Et donc, moi, je vous invite à parcourir tout ce que nous avons fait parce qu'on l'a fait de manière méthodique pour que vous puissiez acquérir des réflexes pour le plaidoyer, que ça entre désormais dans votre manière, dans vos procédés, dans vos méthodes de travail. Parce que si une fois que vous maîtrisez ça par rapport au plaidoyer, forcément, ça va vous servir dans d'autres domaines. Ce qu'on utilise par rapport aux démarches, à la planification, à l'organisation du plaidoyer, on organise la même chose, on fait la même chose pour le montage de projet. Donc, c'est un exercice qui sera bénéfique non seulement pour le plaidoyer, mais aussi pour d'autres activités, mais pourquoi pas, y compris de ce qu'on peut décider au sein de sa famille, comment s'organiser, comment planifier. Et donc, c'est très important. Donc, c'est pour vous dire que vous avez le soutien des autorités du BICE et ces autorités vous encouragent justement à vous impliquer pour que cet exercice soit bénéfique au final pour
pour vous et que les enfants puissent en bénéficier parce que vous aurez mené des plaidoyers efficaces et que vous aurez apporté des solutions aux problèmes qui se posent. Voilà, donc on est arrivé au terme de cette troisième séance. Je voudrais remercier Diego, je voudrais remercier Fanacina et surtout celle qui a l'honneur aujourd'hui, Marie-Laure, et voilà, vous tous qui avez, malgré vos agendas assez chargés, accepté quand même de vous connecter et de participer à cette troisième séance. Voilà, merci. Excellente soirée à tout le monde. Voilà, au revoir. Merci. À bientôt.